Bonjour à tous, je vous fais une vidéo, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu sur YouTube, ça fait plusieurs mois que j'ai rien partagé avec vous. Aujourd'hui j'ai vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que j'ai vécu il y a quelques mois en arrière. J'aimerais vous partager ça, c'est un peu un sujet sensible, on n'en parle pas beaucoup dans la vie de tous les jours, on en parle seulement sur YouTube, dans des endroits un petit peu spécialisés, mais c'est quelque chose qui est un petit peu mis de côté et qu'on efface un petit peu de cette société, j'ai l'impression. Il y a quelques mois en arrière, j'ai été diagnostiqué dans le TSA. Le TSA, pour ceux qui ne savent pas, c'est le trouble du spectre autistique. Alors, c'est tout un spectre, hein, donc ça veut dire qu'il y a toute une zone, si vous voulez, de personnes avec des troubles plus ou moins, on va dire plus ou moins sévères, jusqu'à quelque chose de vraiment très léger, qui ne se voit pas forcément comme ça de premier abord. Moi, je fais partie de ces gens-là. J'ai été diagnostiqué tout au début du spectre, donc c'est vraiment quelque chose de léger chez moi, mais je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai fait cette démarche, pourquoi j'ai été vraiment dans un cabinet de psychologie pour vraiment faire des tests poussés, des choses assez avancées. J'ai passé des heures à répondre à des questionnaires, à discuter en face à face avec des spécialistes du domaine. Et j'aimerais vous partager un petit peu tout ça dans cette vidéo. Il y a deux catégories de personnes, pour faire très simple. J'aime pas trop les catégories, mais je suis obligé de le faire comme ça parce que la science, la psychologie appelle ça comme ça aujourd'hui. Donc il y a les gens qui sont neurotypiques et il y a les gens qui sont neuroatypiques. Les personnes qui sont neurotypiques, pour faire simple, c'est des personnes qui fonctionnent avec un fonctionnement, on va dire un fonctionnement standard. Donc il y a un certain nombre de la population qui fonctionne d'une certaine manière. Et il y a les gens qui sont neuroatypiques. Dans les neuroatypiques, il y a plein de choses différentes. Il y a le TSA, justement, il y a tout ce qui est HP, HPI, tout ce qui est TDA, TDAH, donc c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, les gens qui sont haut potentiel, donc qui ont un QI qui est plus élevé que la moyenne. Bref, il y a plein de sous-catégories, on va dire, dans le côté neuroatypique. Et dans le côté neuroatypique, ben, aujourd'hui, je sais officiellement que je suis neuroatypique. Jusqu'à maintenant, je ne le savais pas. Je me suis toujours senti différent des autres. Je me suis toujours senti à part dans mon fonctionnement. Quand je dis à part, ce n'est pas dans tous les domaines de la vie, mais c'est spécialement dans les liens sociaux. Donc tout ce qui est vraiment de devoir se mettre avec du monde, de devoir faire des efforts pour être avec les gens. Moi, ça me demande énormément d'énergie. J'ai toujours eu l'impression de dépenser beaucoup plus d'énergie que la plupart des gens. Et aujourd'hui, je sais que scientifiquement, mon cerveau fonctionne différemment. Donc, si vous voulez, moi, j'ai fait ça pas pour avoir une étiquette sur le front, pas pour me plaindre ou pour me sentir comme une victime ou je sais pas quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai fait ça parce que j'avais à l'intérieur de moi, si vous voulez, cette sensation d'être différent. Mais depuis que je suis adolescent, j'ai cette impression-là. Et j'ai jamais, au niveau de la médecine ou de la science, on n'a jamais pu me dire, mais oui, en effet, vous avez un fonctionnement différent. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est officiel. Mais moi, j'ai appris ça il y a quelques mois en arrière. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge, en fait, pour découvrir son propre fonctionnement. Et le TSA, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose c'est pas un problème en fait, c'est juste un fonctionnement différent. Après, pour ceux qui sont peut-être dans le spectre un peu plus, où c'est un peu plus sévère, on va dire, où c'est un peu plus fort, je pense que ça peut vraiment créer des complications dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai cette chance de pouvoir être indépendant, de pouvoir... ça change rien à tout ça, je peux vivre seul, ça change pas du tout. Par contre, c'est vraiment pour moi dans les interactions sociales, dans vraiment le contact avec les gens. Si par exemple je reste beaucoup d'heures avec certaines personnes, je me sens assez vite fatigué.
Et au début, moi, je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, mais... Alors, je suis hypersensible, ça, je le savais déjà depuis longtemps, mais je me suis juste dit, c'est de l'hypersensibilité, tout ça. Et en fait, j'avais tout mis sur le compte de l'hypersensibilité. Ça fait 10 ans, vous savez, que je fais plus de 10 ans maintenant que je fais de la méditation, que j'ai découvert des techniques qui m'aident vraiment à vivre au quotidien. Et moi, je croyais que tout, toute cette énergie des pensées, en fait, c'était mon hypersensibilité. Et aujourd'hui, je me rends compte que, alors il y a un bout de ça, mais il y a aussi un bout au niveau des neurones, au niveau cérébral. Je dépense plus d'énergie que quelqu'un pour être, par exemple, 1 heure dans une conversation en face à face. Pour vous donner une image concrète, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à un mariage. Le fait d'aller à un mariage, c'est pas le problème d'y aller. C'est, si vous voulez, la concentration que ça me demande pour être avec un certain nombre de personnes autour de moi sur une journée complète. Pour moi, c'est énorme. Et typiquement, je donne aussi des cours. Hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je donne des cours de médiumnité. On est une vingtaine dans ces cours. Alors moi, j'adore ce que je fais, ça m'anime. Et puis, je vais pas arrêter de faire ça parce que j'aime ce que je fais. Mais si vous voulez, ça me demande énormément de concentration, énormément d'attention, énormément de focus, en fait, sur ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça que j'ai vraiment de la peine à faire, par exemple, plusieurs choses en même temps. Quand je fais une chose, je le fais à fond. J'ai besoin de me focaliser sur un truc. Puis en général, je suis très efficace en peu de temps. Par contre, si on me demande d'être focalisé pendant plus de 5, 6, 7 heures sur un groupe de personnes, par exemple, au bout d'un moment, j'ai en fait mon cerveau qui sature. Et là, je vous parle de 5, 6, 7 heures, mais ça peut être des fois 1, 2 heures avec certaines personnes où il y a des gens, c'est difficile à expliquer, mais qui prennent plus d'énergie que d'autres. Et en fait, c'est pas seulement de l'énergie, c'est aussi de la concentration en fait au niveau du cerveau, au niveau de la tête. Et du coup, le TSA explique vraiment en partie pourquoi je ressens un peu plus de fatigue que la moyenne par rapport à tout ce qui est interaction sociale, le fait des fois de me mettre dans des groupes. J'ai envie de dire quand c'est des choses que j'aime, ça va, mais quand c'est des obligations sociales, quand c'est des choses où je suis obligé d'aller à un endroit, où je suis obligé de parler avec les gens alors que j'ai pas forcément envie, ça c'est vraiment compliqué pour moi. J'arrive à le faire parce que j'ai de la chance d'avoir cette ouverture et je pense que par rapport à mon travail, ça m'a beaucoup ouvert. Donc si vous voulez, je peux parler avec n'importe quel inconnu, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que ça va me demander plus d'énergie que la moyenne des gens, plus d'énergie que les gens qui sont neurotypiques simplement. Donc les gens qui ont un fonctionnement standard dépensent une quantité d'énergie et pour ceux qui sont dans le TSA ou qui ont d'autres facettes neuroatypiques, ça peut être le côté HPI comme je disais avant, le côté TDA, bah, je pense que nous, on dépense vraiment plus d'énergie pour le même type d'interaction. Vous voyez ce que je veux dire. Et dans le TSA, il y a aussi tout ce qui est des intérêts restreints. Si vous voulez, moi, dans ma vie, pour faire simple, j'ai à peu près 3 choses qui me passionnent. Dans ces 3 choses qui me passionnent, en fait, je creuse. Je vais à fond dans ces choses-là. J'ai pas 25 trucs qui m'animent. J'en ai peut-être, ouais, que je dis 3, je suis encore gentil. 2, c'est sûr. Mais disons que j'ai en 2 et 3 intérêts vraiment profonds dans ma vie de tous les jours. Et en fait, ces 2, 3 intérêts, moi j'ai besoin de creuser, j'ai besoin de prendre du temps pour ça, mais j'arrive pas à m'intéresser à 50 000 choses et puis finalement faire tout un peu à la surface. J'arrive pas à fonctionner comme ça. J'ai besoin de faire les choses en profondeur, mais ce qui fait que je prends beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour un sujet, donc je n'ai pas 25 dans ma vie. Et si je prends les 10 dernières années de ma vie, c'est ça. Tout a tourné autour de 2 ou 3 sujets, pas beaucoup plus. Vous voyez, comme ça, vous comprenez un petit peu le fonctionnement. Je vous parle de moi simplement parce que sur cette chaîne, je partage ce que je ressens et puis je partage certains aspects de ma vie où je me dis que ça peut peut-être résonner chez vous, simplement. Ou peut-être que si vous vous reconnaissez dans mon caractère, dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de vivre, bah, peut-être que potentiellement vous avez aussi quelque chose de neuroatypique. Ça, c'est possible. Après, ça peut être dans le TSA, ça peut être d'autres.
d'autres aspects de ce côté cérébral, vraiment. En tout cas, je vous fais cette vidéo vraiment juste pour vous parler que moi, ça m'a beaucoup aidé en fait à comprendre certaines facettes, surtout dans mes relations. Je comprends vraiment beaucoup mieux pourquoi je dépense une aussi grande quantité d'énergie finalement pour des fois peu de choses avec les gens. Et je comprends d'autant plus mon besoin d'être souvent seul, de me retrouver de mon côté, parce qu'en fait j'ai besoin de moments comme ça. Typiquement, l'autre jour j'ai été à un mariage. Si je vais à un mariage puis que c'est intense pendant une journée, c'est ok, ça va. Par contre, le lendemain ou le soir, j'ai besoin vraiment d'être tranquille. J'ai besoin d'être dans un espace où il y a pas trop de stimulation, si vous voulez, où il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de gens qui bougent. J'ai besoin en fait que mes cinq sens soyez au calme à un moment donné. Donc je pense que l'hypersensibilité plus le TSA, ça fait un espèce de cocktail où tous mes sens sont, je pense, beaucoup plus actifs que la moyenne des gens. Et je crois aujourd'hui que c'est aussi ce qui fait que dans la médiumnité, que tout ce qui est des perceptions invisibles et de l'intuition, je pense que j'ai de la facilité là-dedans parce que mon cerveau fonctionne différemment de la moyenne. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont neurotypiques ne peuvent pas faire de la médiumnité, mais je pense qu'il y a un lien entre médiumnité et neuroatypique. Aujourd'hui, je suis assez sûr de ça et je me concentre vraiment sur cette question-là depuis maintenant plusieurs mois et je vois beaucoup dans mes séances des gens en fait qui sont neuroatypiques et qui ont aussi beaucoup d'intuition. Des gens qui sont neuroatypiques et qui ressentent des présences autour d'eux. Et je pense vraiment qu'il y a un lien entre neuroatypique, donc le fonctionnement cérébral, et le fait de ressentir des choses qui sont invisibles, des choses qui sont au-delà des cinq sens. Parce que je crois vraiment que mes sens fonctionnent plus quand je suis en groupe, quand je suis entouré. C'est comme si mes sens fonctionnent à 150%, si je pourrais vous donner une image. Et quand on est à 150%, bah, on ne peut pas tenir longtemps. C'est pour ça qu'on tient quelques heures, puis qu'après on est épuisé. Voyez, quelqu'un qui a un fonctionnement plus standard, il va fonctionner à 100% peut-être, puis il va pouvoir faire toute la journée comme ça. Moi, je ne peux pas faire toute la journée, ou en tout cas, je ne peux pas faire plusieurs jours. Et il y a des gens qui vivent tout le temps avec des stimulations. Pour moi, ce n'est pas possible. Et je pense que la méditation, aujourd'hui avec le recul, ça fait plus de 10 ans que je médite, je pense que c'est un moyen pour moi déjà de calmer mes cinq sens, déjà de me retrouver en fait dans un espace, dans une sorte de bulle en fait où je peux me régénérer. Moi, j'ai vraiment cette sensation aujourd'hui. Et en fait, je pense que je cherchais, sans le savoir, je ne savais pas que je dépensais plus d'énergie que la moyenne. Je ne savais pas que mon cerveau fonctionnait un peu différemment de la plupart des gens. Aujourd'hui, je le sais, c'est pour ça que je peux mettre des mots dessus. Donc, je pense que je cherchais déjà un petit peu un espace pour me retrouver, puis pour me ramener en fait de l'énergie. Parce que j'en dépense trop quand je suis dans les interactions sociales, quand je suis avec beaucoup de monde autour de moi. Et c'est pas seulement beaucoup de monde, ça peut être aussi une personne, mais qui va me demander toute mon intention. Si on me demande toute mon intention sur un sujet en particulier pendant une heure je peux tenir, hein, c'est pas le problème, c'est quand même pas à ce point-là. Mais si on me demande toute mon intention pendant, on va dire, toute l'après-midi, ben en fait, le soir, je suis KO. Je suis KO, pas parce que cette personne m'a fait du mal, ou pas parce que cette personne est mauvaise. C'est pas qu'elle a une mauvaise énergie, c'est juste qu'elle m'a demandé un focus, si vous voulez, au niveau de la concentration, qui était sur un point. Et je peux être sur un point, mais un certain temps. C'est un peu ça. Donc, bah, tous ceux qui sont neuroatypiques, je pense que vous allez comprendre mes mots. Je pense que ça va résonner chez vous. Dites-moi aussi dans les commentaires si est-ce que vous avez été diagnostiqué neuroatypique. Si oui, je serais curieux de savoir, est-ce que vous êtes dans le TSA? Est-ce que vous êtes HPI? Est-ce que vous êtes plutôt dans le TDA? Je serais vraiment intéressé de savoir dans les commentaires si vous avez envie de me noter tout ça. Et je serais aussi intéressé si vous êtes neuroatypique, est-ce que vous avez aussi cette hypersensibilité avec? Parce que là aussi, je pense, et pour avoir discuté beaucoup avec des psychologues ces derniers temps, je pense vraiment qu'il y a un lien entre hypersensibilité et neuroatypique. Donc je pense qu'en étant neuroatypique, on a une forme
d'hypersensibilité avec. Après, l'hypersensibilité, ça peut être plein de choses, hein. Pour certains, ils entendent beaucoup plus fort que la moyenne. D'autres, ils vont sentir toutes les odeurs plus fort. D'autres, peut-être, ils auront une vue exceptionnelle. Par exemple, pour l'anecdote, moi, j'ai fait un test il y a pas si longtemps que ça au niveau de la vue, il y a peut-être 2 ans. Donc, je devais avoir à peu près 35 ans. J'ai fait un test parce que quand je suis trop longtemps sur des écrans, à un moment donné, j'ai mal aux yeux. Puis je me suis posé la question, est-ce que c'est simplement les écrans ou est-ce qu'il y a quelque chose dans ma concentration au niveau des yeux qui fait que je suis plus vite fatigué que la moyenne? Et du coup, j'ai été faire des tests chez vraiment des praticiens de la vue, hein. Et le test, en fait, a relevé que j'avais aucun problème de vue et que je voyais à 130%. Donc le gars chez qui j'ai été faire les tests, il m'a dit, écoutez, vous voyez à 130%, je peux rien faire pour vous au niveau de la vue, je peux pas vous donner de lunettes, je peux rien faire pour vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous avez des yeux qui sont vraiment pas faits pour les écrans et que, en fait, si vous voulez, le fait de voir proche, ça me fatigue vite. Donc en fait, j'ai des yeux qui sont faits pour voir de loin. Mais pour vous dire que bah, j'ai de la chance, hein, j'ai cette vue à 130%, pas tous mes sens fonctionnent aussi fort que ça, mais ça, typiquement, c'est un trait de mon hypersensibilité. J'ai au niveau de la vue quelque chose qui est vraiment accentué par rapport à la moyenne. Puis pour d'autres, ça sera d'autres choses. J'ai aussi au niveau des sons, j'entends plus fort que la moyenne des gens. J'ai une hyperacousie en fait, si vous voulez. Le moins de petits bruits, le moins de petits trucs, même d'un voisin, alors que chez moi c'est super bien isolé. En fait, le moins de petits trucs, je l'entends, même de loin. Et ça aussi, j'ai fait des tests il n'y a pas longtemps parce que je me suis intéressé à tout ça. Puis du coup, j'ai fait un peu tous les tests que je pouvais faire. Et aussi, ça s'est révélé que j'entends à peu près 20 décibels en avance sur la moyenne des gens. Donc ça veut dire que, si vous voulez, il y a tout un graphique. Je ne peux pas tout expliquer comme ça, c'est un peu compliqué. Mais il y a tout un graphique, il y a des zones, si vous voulez, où l'oreille commence à entendre. Et à un moment donné, où l'oreille humaine entend plus, ou alors des sons qui sont vraiment dérangeants. Et puis, toute cette zone, il y a une zone, si vous voulez, qui est standard. Et moi, le résultat de ma courbe est en dessous de tout ça. Ça veut dire que mes oreilles réagissent beaucoup plus vite que quelqu'un qui a une écoute standard. Ça veut dire qu'un bruit qui va peut-être paraître pour quelqu'un lointain et puis ça ne dérange pas, et chez moi, ça va tout de suite devenir agressif. Ça va vraiment devenir quelque chose qui me... Il y a des fois, j'ai besoin de me déplacer dans certaines circonstances, ou si je vais dans des villes ou des endroits comme ça. Alors, ce n'est pas forcément le bruit des voitures, c'est plus les bruits qui sont aigus. Et typiquement, un enfant qui crie, mais un enfant qui crie avec une voix très aiguë, c'est insupportable pour moi. Et j'ai rien contre les enfants, mais c'est des sons si vous voulez, dans mon cerveau, ça fait trop. Ça fait une surcharge. Et tout ça, en fait, ça a un lien, aujourd'hui, je comprends, avec mon TSA. Tout ça, en fait, c'est lié. L'hypersensibilité, le TSA, en fait, le côté neuroatypique, tout ça, si vous voulez, ça se mélange. Puis on pourrait dire, ça fait un espèce de cocktail dans le cerveau qui fait que, pour certaines choses, c'est génial, parce que je peux comprendre, j'ai l'impression, en certaines situations, plus vite que d'autres personnes. Je peux être, par exemple, quand j'ai quelqu'un en face de moi, très vite, je comprends, et d'ailleurs, c'est mon travail, très vite, je comprends et je ressens qu'est-ce qui coince chez cette personne. Je ressens très vite, si vous voulez, c'est comme si j'ai une structure dans ma tête, comme avec des cases, et quand je me connecte avec l'énergie de quelqu'un, je ressens en fait quelle case manque. Donc ça veut dire que je peux très vite ressentir dans sa vie où est le problème, où est la difficulté, qu'est-ce qui l'embête en ce moment, qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas avancer maintenant dans sa vie. Et pour moi, tout ça, c'est à quelque part assez facile. Alors ça, après, bah, c'est devenu mon travail, mais c'est mon côté neuroatypique qui fait, et ça je suis sûr, que je capte plus vite l'énergie de l'autre. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont géniales, comme le fait de pouvoir utiliser cette capacité, parce que pour moi, c'est une capacité pour aider les gens, pour leur permettre peut-être de débloquer des choses dans leur vie. Mais il y a aussi, en contrepartie, des moments où c'est un peu une souffrance. Des moments où, quand il y a trop de foule, quand il y a trop de bruit autour de moi, bah, ça devient usant.
ça devient vraiment fatigant. Et j'ai beau avoir des techniques de méditation et tout ce que vous voulez, ça a déjà complètement changé ma vie, c'est clair. Mais il y a une partie de moi qui, j'ai envie de dire, sur certains points, ne peut pas vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, j'ai accepté ça, j'ai accepté qu'il me faut du temps pour moi, j'ai accepté que je ne peux pas avoir mon agenda qui est rempli tout le temps, parce que ça me fait une saturation. J'ai vraiment accepté qu'il me fallait des moments off, des moments où, j'allais dire je fais rien, mais en fait, c'est pas que je fais rien, c'est des moments où il n'y a pas de bruit, des moments où il y a du silence, des moments où il n'y a pas trop de stimulation intellectuelle. C'est ça en fait que j'ai besoin pour ensuite être de nouveau au top, pour que quand je vois quelqu'un, quand je pratique aussi dans mon travail, bah, j'ai toute ma concentration, j'ai tout mon focus. Et à ce moment-là, je peux vraiment aider la personne. Mais quand je commence à être saturé, je ne peux plus rien faire. Parce que déjà, je suis saturé personnellement et du coup, je ne peux plus ressentir la personne. Donc voilà, je vous fais cette vidéo parce que vous comprenez bien, si vous me suivez depuis longtemps, la médiumnité, donc l'hypersensibilité, le fait d'avoir beaucoup d'intuition, le côté neuroatypique, pour moi le TSA, ben en fait ça fait un lien tout ça. Et c'est fou parce qu'il m'a fallu 37 ans pour comprendre officiellement que mon cerveau fonctionnait un peu différemment de la moyenne des gens. On parle à peu près de 20% au niveau des statistiques des gens qui sont neuroatypiques. Donc pas seulement le TSA, hein, tout ce qui est de l'hypersensibilité, donc vraiment il y a le TDA, HPI, toutes ces choses-là, ça réunit à peu près 20% de la population. Ça, c'est dans les dernières statistiques au niveau de la psychologie. Donc ça voudrait dire, mais c'est vraiment pour faire une image, il y a 80% de personnes dans ce monde qui sont neurotypiques, donc ils fonctionnent un peu d'une façon similaire les uns aux autres, et il y a 20% qui fonctionnent avec une différence. Donc si vous vous sentez différent en fait depuis petit, depuis l'adolescence, c'est quand même possible que vous soyez dans ces 20%-là. Moi, je ne fais pas cette vidéo pour vous dire d'aller vous faire diagnostiquer. Je pense qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas important. Il y a peut-être des gens qui, à un moment donné, comme moi, ressentiront le besoin. Moi, j'avais besoin juste d'avoir des mots clairs et précis sur mon fonctionnement cérébral. Pourquoi est-ce que je dépensais tant d'énergie dans certaines situations? Pourquoi est-ce que si je suis dans une relation amoureuse, il y a des facettes, si vous voulez, qui sont compliquées pour moi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais que je dépense plus d'énergie. Mais tant qu'on ne me le dit pas officiellement, bah, je ressentais bien que je dépensais cette énergie. Mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et aujourd'hui, tout a du sens. C'est comme si toutes les pièces du puzzle se remettent en place. Et j'ai enfin l'image, à 37 ans, de qui je suis, en fait, tout au fond. Autant ma partie cérébrale, ma partie intuitive, donc c'est plus le cœur, le ventre, les tripes. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir complété le puzzle de qui j'étais. Voilà. Alors, 37 ans, ça peut paraître beaucoup pour certains, puis en même temps, c'est pas énorme non plus. Il y a des gens qui découvrent ça à 60 ans. Il y a des gens qui découvrent qu'ils sont neuroatypiques à l'âge de la retraite. Enfin, vous voyez, il n'y a pas d'âge pour ça. Et je pense aussi qu'on est tous différents par rapport à la recherche personnelle. Moi, je suis dans une phase où, depuis à peu près 2 ans, je me pose beaucoup de questions sur moi-même, j'ai besoin d'avancer sur certains points dans ma vie, et du coup je me suis beaucoup remis en question, ça a bouleversé pas mal de choses ces 2 dernières années, et je pense que j'avais besoin en fait d'avoir ce côté scientifique, d'avoir un petit peu une preuve que ma différence était... Il y a vraiment une différence en fait. C'est pas une illusion, c'est pas une image que je me suis donnée. Quand je dis aux gens depuis très longtemps que je me sens différent, c'est pas pour me dire que je suis mieux ou quoi que ce soit. Pas du tout, parce qu'il y a aussi de la souffrance derrière. Mais c'est parce que je sens, quand je croise les gens dans la rue, je sens que je ne fonctionne pas comme la plupart de ces gens que je vois. Quand je regarde quelqu'un les yeux dans les yeux, bien sûr, des fois ça connecte. Mais il y a plein de fois où ça ne connecte pas et je sens qu'on a deux fonctionnements différents. Donc, donc voilà, moi j'avais besoin de ça, je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin de ça, mais je ne fais pas cette vidéo pour vous dire d'aller vous faire diagnostiquer. Faites comme vous le sentez, peut-être qu'à un moment donné dans votre vie vous le sentirez, peut-être que si vous tombez sur cette vidéo et que vous vous posez déjà des questions,
bah, peut-être que vous aurez envie de franchir le pas. Le seul truc, c'est vrai, il faut le dire, c'est que ça coûte assez cher financièrement. Alors moi, je suis en Suisse, hein, pour tous ceux qui m'écoutent. Je sais que vous êtes nombreux en France à regarder mes vidéos, aussi au Québec, au Canada. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne exactement dans vos pays, mais ici en Suisse, il n'y a pas, ou il y a peut-être quelques cas, mais où il y a des remboursements, si vous voulez, par rapport à certaines assurances maladie. Moi, je ne vous cache pas que j'étais assez pressé quand je me suis lancé dans ces démarches. Du coup, j'ai payé vraiment de ma poche. Alors, c'est une certaine somme, ça coûte assez cher, c'est vrai. Maintenant, voilà, moi j'estimais que c'était nécessaire pour moi. Je pense que cette somme, elle est quelque part retrouvée après quand on est bien avec soi-même. Bah, je pense que ça n'a pas de prix en fait, de se comprendre et de se ressentir. Il y a des gens qui font 10 ans de psychologie et qui vont payer 10 000 francs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'une histoire d'argent, mais c'est vrai que ça coûte quand même un petit peu. Voilà, donc renseignez-vous de vos pays, si vous êtes ailleurs qu'en Suisse, comment est-ce que vous pouvez faire. Moi, j'ai fait ça dans un cabinet privé qui est spécialisé vraiment dans tout ce qui est diagnostic psychologique. Donc voilà, c'est vrai que j'ai poussé cette porte, puis ben après, voilà, j'ai payé ce qu'il fallait. Mais pour moi, c'était nécessaire, donc voilà, je voulais simplement vous partager cette vidéo de moi, c'est un peu plus personnel, mais je pense que, vous savez, j'ai hésité longtemps à faire cette vidéo, je suis pas du genre à étaler ma vie comme ça sur les réseaux, mais ça a tellement changé, si vous voulez, à l'intérieur de moi, ma façon de me voir, de me comprendre, que pour moi, c'est vraiment un passage qui est très important. Et pour moi, ces 37 ans, c'est vraiment une période de ma vie je sens, il y a quelque chose qui est en train de tourner. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'installer en moi. Quelque chose que je pensais m'être découvert. Et puis, la preuve, hein, je pense qu'on apprend toujours et puis on apprendra toujours. Puis, heureusement. Mais je ne pensais pas découvrir un truc aussi grand à 37 ans.